Cette séquence est consacrée, cette fois-ci, aux comparateurs, autre appareil très répandu dans l'industrie. Les comparateurs que je vais vous présenter sont juste de deux types. Mais la quantité de comparateurs de types différents est énorme aujourd'hui sur le marché. Donc on va regarder des comparateurs mécaniques, autrement dit où il va y avoir une transmission mécanique du mouvement, entre le déplacement d'une touche ici et la rotation de l'aiguille sur le cadran du comparateur. Et bien sûr, il y a proportionnalité dans le déplacement, et les graduations du cadran nous permettent de connaître le déplacement que l'on a eu de notre touche. D'autres technologies existent. Comme je l'ai dit précédemment, il existe bien sûr des capteurs numériques qui vont permettre d'être connectés à un ordinateur et permettent ensuite de traiter les informations, contrairement aux appareils manuels comme celui que je vous ai présenté. Il existe également d'autres types d'appareils qui peuvent être à fil de torsion, qui peuvent être optiques, etc. Et bien sûr, il existe toutes les tailles, toutes les dimensions, avec des courses plus ou moins importantes. Ici, nous avons un comparateur qui a une course de 10 mm et la résolution est de 1 micromètre, autrement dit, la plus petite graduation fournie, qu'on appelle également pas de quantification, est de 1 micromètre. Un autre type de comparateur existe qui permet d'accéder à des surfaces plus délicates et souvent des surfaces intérieures. C'est le comparateur à levier. Le comparateur à levier, lui, que l'on voit ici, est équipé d'une touche qui va permettre la transmission mécanique du mouvement de la touche à la rotation de l'aiguille sur le cadran, donc même principe que précédemment, sauf que cette fois-ci, cette touche est orientable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'orienter différemment, suivant les conditions d'accès que l'on a aux surfaces, ce qui se prête tout à fait pour les surfaces intérieures, l'intérieur d'une rainure, l'intérieur d'un alésage. Exemple d'utilisation de ce type d'appareil. Le comparateur à cadran classique, qu'on appelle à touche rentrante. Ici. Consiste à faire une mesure différentielle entre une première position que l'on va appeler le 0 et une deuxième position qui va correspondre à l'écart de mesure que l'on a sur la pièce. Pour régler le 0, nous réalisons un empilage de cales. Vous prenez une cale étalon, par exemple, dans notre cas de 100 mm, une cale étalon ici de 1 mm, et nous allons associer ces deux cales ensemble, de manière à chasser l'air entre les deux, générer une dépression et donc une adhésion de la cale sur l'autre cale, ce qui permet de garantir une hauteur de 101 mm. Cette hauteur de 101 mm va me servir à régler le 0 de mon comparateur. Par exemple, ici, mon comparateur est en milieu de course, et je vais venir ici, placer la position 0, et vérifier que j'ai bien cette position 0, et donc que mon réglage du 0 est fait correctement. C'est l'équivalent de la calibration des appareils, comme on avait vu avec le pied à coulisse, comme on avait vu avec les micromètres. Puis ensuite, on va venir installer la pièce mécanique qui nous intéresse, et on va réaliser la mesure en venant observer l'écart qu'il y a entre le 0 de tout à l'heure et la nouvelle position de notre aiguille. Dans cet exemple, nous avons parcouru 110, 112, 114 micromètres en plus de la cote de 101 mm. Ce qui veut dire que l'on a une cote de 101,114 micromètres. La modélisation de la mesure est bien particulière dans ce cas-là, puisque la distance que j'ai mesurée correspond en fait à la distance entre le plan enveloppe de cette surface, qui a été matérialisé, ce plan enveloppe,
par l'appui-plan que j'ai réalisé sur la surface de référence plane qu'on appelle un marbre, qui m'a permis de positionner la pièce sur le comparateur. Et donc la mesure que l'on fait, c'est la distance entre un point et un plan tel que je viens de le définir. Évidemment, on peut avoir la nécessité de mesurer en plusieurs points, et vous voyez que suivant les points que je prends, par exemple celui-ci, eh bien je n'ai pas tout à fait la même valeur. Pourquoi? Eh bien parce que entre ce plan et ce plan vient intervenir pas simplement la hauteur, mais également les défauts de parallélisme, défauts de planéité de cette surface. D'où l'importance de bien choisir les points de mesure, voir les cours et les travaux dirigés qui vous sont fournis également. C'est l'usage le plus courant du comparateur, que ce soit en salle de métrologie ou en atelier de production, où on peut avoir des montages de contrôle plus ou moins élaborés qui vont permettre de réaliser ces opérations. Un montage de contrôle très simple et couramment pratiqué, c'est de positionner les pièces sur des V. Ce qu'on appelle un V de métrologie, c'est en fait une surface qui matérialise deux plans qui sont dans ce cas-là à 90 degrés. Ce qui permet de positionner une pièce cylindrique sur le V, et donc de modéliser l'axe de ce V, de cette pièce, de ce cylindre, à l'aide des deux lignes de contact ici, d'un côté et de l'autre du V, dont le contact est perpendiculaire au plan, et donc permet de définir l'axe du cylindre. Et maintenant, nous pouvons aller chercher une mesure en venant régler notre appareil. Donc là, on va régler le 0 de notre appareil. Par exemple. Et là, la particularité de cette opération de réglage de 0 sur un cylindre étalon, c'est qu'il va falloir chercher le point de rebroussement. Le point de rebroussement se définit par le passage, ici, à une valeur max, qui est celle-là. Vous la voyez apparaître ici, et hop, là on repart de l'autre côté, et donc là, la tige recommence à descendre. Donc ici, nous sommes à la position du point de rebroussement. Et je vais régler mon 0 à cette position-là. Ce qui fait que maintenant, si je mets une pièce à mesurer, par exemple cette pièce dont je veux mesurer le diamètre, eh bien il suffit de me repositionner dessus pour obtenir la valeur de la cote, ici d'écart. Cet écart, à l'aide d'un petit calcul trigonométrique, nous permet d'en déduire la valeur du diamètre à partir de la connaissance du diamètre étalon. Ça, c'est l'opération en V. Par contre, avec cet appareil, nous n'avons pas accès à l'alésage, du fait de son encombrement. Et c'est là où les appareils de type comparateur à levier vont devenir intéressants. Le comparateur à levier va avoir comme particularité de pouvoir venir se positionner à l'intérieur de la surface. Et si l'on positionne la touche tangentiellement à la surface, je fais la manipulation de manière assez grossière, dans notre exemple, eh bien on va pouvoir de même régler notre 0, venir chercher un point de rebroussement, et par exemple, vérifier des défauts qui peuvent être associés à ce qu'on appelle soit des défauts de forme, circularité, soit des défauts de concentricité, soit des défauts de coaxialité, soit des défauts de battement radial, suivant la manière dont on va interpréter ces différentes spécifications géométriques. Pour vérifier la qualité de ces appareils, là encore, on va devoir procéder à des étalonnages
L'étalonnage va consister à vérifier les écarts qu'il y a sur le positionnement de l'aiguille en fonction du positionnement des touches sur l'ensemble de la course de l'appareil. Ceci permet de générer le certificat d'étalonnage dont vous avez des exemples dans les documents qui sont associés à ces petits films.